alors la parole à M. Hidesh. J'ai reporté mon rendez-vous pour écouter Asman. Oui. Et puis, j'ai assisté à 3 belles interventions. Oui, c'est vrai, Je vous en c'est juste. remercie. J'espère que le fait d'apporter juste un élément de réflexion, vous n'allez pas m'accuser d'instrumentaliser. On n'a pas de problème avec ça. Non, c'est oublié, digéré. Mais ça fait une quinzaine d'années que je milite pour dire, que mes propos précisent qu'on ne peut pas parler de politique sans parler de psychologie. Et donc, en écoutant le déroulé totalement judicieux, factuel de Maître Ahmed Ben Salem, il y a juste une chose qui m'est venue en tête. C'est un mécanisme de défense connu aussi bien en psychologie comportementale, en psychanalyse, en psychologie de foule, etc. C'est-à-dire qu'on est tenté, que ce soit en tant qu'individuel, en tant que groupe social, mais aussi malheureusement en tant qu'État, on est tenté de porter ses propres fautes, ses propres pulsions, ses propres dérives sur les autres. Et je crois que c'est ce qui s'est passé à Front National. C'est-à-dire que toutes les intentions, en fait, d'une certaine frange du pouvoir ont été déclinées dans ce procès-là. C'est-à-dire à l'avance condamné. Et le deuxième point, j'arrête là, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique, celle-là, de réprimer la Kabylie pour ce qu'elle représente en tant que moteur, justement, des revendications, etc. On a voulu, par ce fait de la moraliser la répression en Kabylie. Faire passer la répression sous forme de défense de la société. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on va prendre les 3 questions et on va répondre? J'aimerais juste poser une question un peu générale et un peu technique au maître. Donc, vous avez évoqué l'innocence des personnes condamnées à mort au niveau de la Banafir-Athènes que nous déplorons bien sûr. La question que je me pose, parce que suivant les contacts que vous avez faits, est-ce qu'il y avait des personnes, d'autres personnes qui sont plus ou moins, c'est-à-dire qui ont un peu, c'est-à-dire où ils ont trouvé des excuses, des prétextes qu'on leur a voilà, collés. Et parce que moi j'entends bien qu'il y a dans les réseaux sociaux et tout ça, que la personne décédée, Ismaïl, il a été assassiné dans leur propre véhicule, du véhicule de la police. Ce que j'ai entendu en tout cas. Après, je ne sais pas, est-ce que tout ce complot, il est vraiment monté en toutes pièces, ou bien il y a plus ou moins des personnes qui sont proches de l'affaire, de l'assassinat. Monsieur Bakir, ce seront les 3. Ouais. À vous, essayez d'être bref. Je vais essayer. Non, je voulais, parce que moi je ne suis pas juriste, donc je sais. Je pense que le contexte de ce qui s'est passé est quand même important à rappeler. Au-delà du procès, parce que le procès ne s'explique pas sans compréhension du contexte. Donc, les événements se produisent en août 2021. Des incendies d'une ampleur exceptionnelle avaient touché toute la Kabylie, avec une suspicion, une grande suspicion sur l'origine de ces incendies-là. Et interviennent les événements de Front National. Les événements de Front National, c'est quoi? C'est une rumeur dont l'origine est inconnue sur des personnes qui seraient des incendiaires,
pyromanes qui ont été appréhendés. Ils tombent entre les mains de la police. Alors c'est là que l'histoire commence. La police les ramène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Front National, l'Arbanatieraten, c'est deux axes. La rue d'en haut et la rue d'en bas. Des rues d'une ville coloniale qui était un fort. Donc la configuration de la ville est toute simple. Hein. C'est un ancien fort, une enceinte fermée, et il y a deux axes. Donc sur la rue d'en haut, et à contresens, la police ramène le suspect qui a été appréhendé. Elle le ramène à quelle allure? Elle le ramène à 2 à l'heure. Elle le ramène comment? Elle le ramène sirène hurlante. Et elle le ramène dans quelles conditions? Elle le ramène en rameutant les gens. Donc on a un cortège immense qui encadre un panier à salade, qui encadre un véhicule de police, qui marche au pas. Et la sûreté de Daïra se situe au milieu de la rue d'Anjou. Le véhicule arrive à la sûreté de Daïra, il rentre à l'intérieur. Jusque-là, les citoyens sont, disons, ils accompagnent le véhicule. Ils rentrent à l'intérieur de l'enceinte, absence de dispositif policier, absence totale de dispositif policier. Et on sent bien que la tension monte au niveau des presses. On le sent très très bien. Des officiers sortent, on le voit parce que sur les vidéos, on voit très bien leur galant, on voit très bien leur grade. Ils circulent de la manière la plus calme possible au milieu des citoyens. Les citoyens commencent à prendre le contrôle des véhicules. Il y a des citoyens qui rentrent, qui invectivent la personne qui est à l'intérieur et qui ressortent. Aucun dispositif policier. Aucun. Et à un certain moment, la personne est extraite du véhicule. Elle est extraite. Il y a des témoignages différents. Il y a des témoignages qui disent qu'il aurait été poignardé à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur, etc. Mais ce qui est essentiel là-bas, c'est que les forces de police, en ayant rameuté une population qui depuis des jours enterrait leurs morts, depuis des jours ils enterraient des bébés, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui étaient encerclés par les flammes. On les ramène en leur disant on a un coupable. Parce que Jabal Ben Smaïl, à ce moment-là, aux yeux de la police, n'est pas un prévenu. C'est un coupable qu'il faut lâcher à la vindicte populaire, qu'il faut livrer à la colère populaire. Et on laisse les choses se dérouler. Les choses dérapent. La personne, elle est menée dans un endroit public, dans un endroit ouvert, qui est là où il y a la statue d'Abraham. Il est assassiné. Une fois qu'il est assassiné, il est arrosé de liquide inflammable. On met le feu à son corps et ça devient un défilé autour du corps, etc. C'est une hystérie totale. Donc à peu près, c'est ce qui s'est passé. Mais interrogeons-nous. Cette zone, là où on parle, c'était une zone de sinistre. C'était une zone qui, depuis plusieurs jours, était livrée aux flammes. Des flammes incontrôlables. Et on a un responsable. C'est l'État. L'État, lorsqu'il y a un sinistre dans une zone, est tenu d'établir des règles qui permettent, est-ce qu'il n'y ait pas de dépassement, est-ce qu'il n'y ait pas de dérapage, est-ce que la sécurité des personnes soit assurée en premier lieu, est-ce que la vie normale, est-ce que les secours, est-ce que le traitement du sinistre qui est en cours soit permis. On peut interdire la circulation des personnes, on peut assigner les personnes à résidence chez eux, on peut décréter l'évacuation d'un certain nombre, etc. L'État est responsable de ce point de vue-là. Tout ça n'a pas été fait. Imaginez-vous que les gens venaient d'un peu partout du pays pour voir ces incendies-là. La circulation était libre.
il y a des gens, parmi les gens qui ont été interrogés, il y a des gens qui venaient des wilayas limitrophes. On a une expérience en Algérie. Je suis jeune, j'étais jeune à l'époque, je suis plus jeune aujourd'hui. On a une expérience. C'est le tremblement de l'Asnam en 1980. Le tremblement de l'Asnam se déroule vers 13h, entre midi et 13h, c'était Salat al-Jumu'ah pour reprendre les référentiels qui sont établis. Et le soir même, l'état d'exception était décrété à l'Asnam. L'armée était déployée pour éviter qu'il n'y ait des saccages, qu'il y ait des vols, qu'il y ait, etc., etc. Ça, c'était en 1980. En 2021, en Kabylie, il n'y a eu aucune mesure qui a été prise par l'État pour assurer le bon déroulement des secours et la sécurité des biens et des personnes. De plus, on s'interroge sur l'origine. Qui a donné cette information? Qui a donné non seulement l'information de l'existence de cette personne, mais qui a aussi fait de sorte que l'information n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul corps qui est capable de faire ça. Monsieur Bakir, votre question, s'il vous plaît. Je termine tout de suite. Oui, non. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire. Oui, je sais. Il faut être rapide. Je termine tout de suite. On ne refait pas l'enquête. Non, c'est pas l'enquête, c'est le contexte. C'est pas l'enquête, c'est le contexte. Sinon, on ne comprend rien du tout. Sinon, on a affaire à un appareil judiciaire qui est défaillant. Or, ni l'appareil judiciaire n'est défaillant, ni la police n'est défaillante, ni l'État n'est défaillant. Le jour même, le 11 août, on a signé, on était une quarantaine, on a signé une déclaration pour dire que c'est un attentat contre la nation, que c'est une façon de déclencher une guerre civile et qu'il fallait déjouer ce plan. Parce que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ce qui s'est passé. On a inventé un pyromane, alors que c'est des pyromanes eux-mêmes qui l'ont inventé. On l'a livré alors que Jamal Ben Ismaïl est innocent. Tout son parcours montre qu'il n'est pas un pyromane. On a inventé un coupable pour masquer le fait que les incendies de Kabylie sont un crime d'État. Les incendies de Kabylie sont un crime d'État. Et c'est pour ça que dans le procès, la police n'a pas été convoquée. Elle est partie civile, mais elle n'a pas été convoquée. Elle ne s'est pas expliquée de sa passivité. Et que les véritables responsables des incendies et de la tentative de déclencher une guerre civile, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'était une tentative de jeter l'Algérie dans une guerre civile fratricide, ethnicide. Les responsables ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le prochain procès va essayer de désamorcer la crise qui est locale? Je l'espère. Mais pour qu'on puisse avoir la réponse sur les vraies questions, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui a été jugé? Qui étaient les responsables? Ça sera... Merci beaucoup. Bon, alors je laisse ouvert pour les réponses. J'aurais aimé répondre un petit peu. Je vais passer Dans mon intervention, il était question de parler des points que les intervenants ont soulignés. Je tiens à rappeler que le jour même où les incendies ont éclaté, le jour même, l'après-midi, je parle bien de l'après-midi. Alors, avant toute enquête, là, pour répondre, avant toute enquête officielle, et sans présentation d'éléments probants à l'opinion publique, 1. Le directeur général des services de protection des forêts, qui est très connu dans la région de Tizi Ouzou, déclare sur les ondes de Berbère Télévision, dès le début de l'affaire, ceci, que les incendies sont d'origine criminelle et que plus de 50 départs de feu ont été enregistrés simultanément. À la fois. La population a entendu ça. Je continue. Cette affirmation formulée dans un contexte de sidération collective déclenche une vague d'indignation et alimente immédiatement les réseaux sociaux. L'idée d'un acte volontaire s'impose rapidement. Un récit de complot prend forme. Une grande partie de la population kabyle adopte. Je vais utiliser la thèse parce que voilà, je suis dans une approche aussi, au nom d'un
de mon métier en tant qu'avocat, la thèse criminelle comme une évidence. Dans la foulée, le procureur général près de la cour d'Alger, de Tizi Ouzou, organise une conférence de presse. Il confirme, là, je parle avant le meurtre de Jamel Ben Smaïl, il confirme à son tour, là on parle de la haute autorité judiciaire sur la wilaya, c'est le procureur général. À son tour, dans une conférence de presse, il affirme encore le caractère criminel des incendies et annonce l'ouverture d'une enquête qui, à ce jour, n'est pas ouverte, n'est pas fermée, n'est pas scellée, et on ne trouve aucune trace. Les images de la catastrophe déjà profondément ancrées dans les esprits renforcent la charge émotionnelle. La thèse d'une action organisée visant l'État gagne du terrain. Plus encore, sur le plateau de l'ENTV, la télévision nationale, ils ont ramené un expert du Centre national des études spatiales pour intervenir sur le plateau de l'ENTV. Là, c'est la télévision officielle, c'est l'équivalent de TF1, France 2, France 3 en France. Pour appuyer cette thèse, et cette émission a été reliée par l'APS. C'est la voix officielle du gouvernement algérien, en disant clairement que scientifiquement parlant, les feux de forêt en Kabylie sont d'origine criminelle. Et là, c'est un expert scientifique qui parle pour la population. Le ministre de l'Intérieur suit le pas, ainsi que le président de la République, réaffirmant face caméra, vidéo, dans un discours à la nation, que le caractère criminel des incendies évoque l'ingérence étrangère. Dans un autre article de l'APS et aussi des chaînes ainsi que les plateaux privés, bien sûr, agissant sous les ordres des services de renseignement, ils disent clairement que l'origine des incendies, c'est un complot israélo-marocain. Tacitement, il cite à demi-mot la France, et la main intérieure, c'est le Maroc. Pour revenir à ce que M. Bakir a souligné, autant que citoyen, ordinaire, lambda, écoutant, dès le premier jour, le responsable des forêts, qui est de la région, qui parle kabyle, le procureur général, le ministre de l'Intérieur, un expert scientifique sur le NTV, article APS, discours du président de la République, ministère de l'Intérieur, qui déclare clairement que les feux sont d'origine criminelle. Comment voulez-vous qu'un citoyen puisse dire que tout ce qui se passe ne fait pas partie d'un complot? Comment voulez-vous, moi, vous, ou une personne qui peut intervenir dans le débat public à l'époque, contredire la véracité? Sachant que contredire actuellement la véracité ou bien les dires du gouvernement seront condamnés en disant, puisque vous niez ce qu'on est en train de dire, dans ce cas-là, vous êtes du MAC et vous allez être condamné pour apologie au terrorisme. Pour revenir là-dessus, désolé, est-ce qu'il y a eu une enquête? Je dirais non. Il n'y a pas eu d'enquête dans cette affaire. C'est grave. Alors qu'il y avait des demandes. Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a eu de la demande. Il n'y a pas eu d'enquête ni dans les incendies. Il devait avoir une enquête, puisque le procureur général a annoncé. Il devait avoir une commission. Et aussi, dans ce dossier du meurtre de Jamel Ben Smaïl, il n'y a pas eu d'enquête. Ce n'est pas une exagération. Ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont arrêté un nombre impressionnant de personnes. Dans ce dossier, on peut aller jusqu'à 200 personnes qui sont accusées. On a ramené tout et n'importe quoi. Et je vous assure, dans le dossier d'enquête, ils ont ramené des personnes avec des captures d'écran parce qu'ils ont mis un j'aime pour l'Olympique Akbou, qui est un club sportif qui est actuellement en deuxième division. Première division. Ils ont mis ça comme étant une pièce à conviction. Ils ont mis, pour voir, ils ont mis aussi une personne comme étant du MAC. Ils ont pris des captures d'écran sur les mentions j'aime de différentes pages. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y avait 12 captures d'écran de j'aime. Sur ces captures d'écran, il y a quoi? Il y a vente
et achats immobiliers de Tizi Ouzou, pharmacie Slahji, peinture auto, comment on appelle aussi, un truc sur Tixit-sur-Mer, l'Algérie de demain, etc. Une autre personne qui était en train de prendre des photos au moment du crime. On a dit dans le dossier qu'il appartient à Rachid, qui veut dire que Rachid a comploté avec le MAC pour cet assassinat. Et qu'est-ce qu'on a mis comme preuve contre lui? Parce qu'il est membre dans deux groupes. Un, pour le Hirak du 22 février. Deux, pour un autre groupe qui demande la libération des détenus du Hirak. Et il suit, quand je dis il suit, quelqu'un qui a un compte Facebook depuis 2017-2016, automatiquement, il y a beaucoup de j'aime. Et ils ont trouvé, il y a un j'aime sur les pages de Zitout et de Mariouba. Alors que Mariouba, actuellement, il est à l'intérieur du pays. Il est libre. On utilise le fait qu'une personne a suivi le compte de Mariouba pour le déclarer en tant que terroriste dans le dossier. Donc, pour revenir, on ne peut pas nier l'idée d'un complot. C'est dur de le dire parce que le terme complot, quand on parle dans une journée d'études comme ça, avec des personnes, des enseignants, des universitaires, c'est un demi-mot. Pour pouvoir prouver l'allégation. Mais le terme de complot n'est pas une exagération pour revenir là-dessus. C'est quand on lit et quand on voit, c'est une réalité. Après, peut-être tout à l'heure, il y aura des témoignages en off. Je pourrais dire certaines choses qui ne peuvent pas être actuellement. Il y a plus qu'un faisceau d'indices. Il y a beaucoup plus qu'un faisceau d'indices. Pour vous dire, je vais s'il vous plaît. Pardon, hein, je vais donner quelques informations tout à l'heure, mais en coupant, bien sûr, parce qu'il y aura des témoignages en coupant, etc. Donc, il y a certaines réalités pour dire que oui, l'idée de complot, elle est là. Malheureusement, c'est un fait. Je sais pas si Désolé. monsieur merci une chose. Juste pour souligner la similitude de ces pratiques, malheureusement, de la magistrature algérienne et tunisienne, cette enquête, cette instruction à sens unique, où on cherche des alibis, pas des preuves, où on cherche à tout prix à corroborer généralement un récit politique de conspiration, de complot, et donc je dirais qu'il faut le combat de l'indépendance de la magistrature est l'un des priorités qui doit primer dans tous les combats que nous menons en tant que défenseurs de droits de l'homme et patriotes aussi. Il ne faut pas oublier que c'est pour nos peuples qu'on se bat. Merci. Merci, Maître Bellery. Je crois que Madame n'a plus rien à dire. Donc je lève la séance. Je suis désolé, Monsieur Lesoub. Je lève la séance sous l'autorité du président Ali El Djoudi pour passer à voilà.